Bonjour à vous tous, chers amis, collègues, étudiants. Avant d'entamer mon texte et ma réflexion, je voudrais tout d'abord remercier le CRASC pour m'avoir permis d'être là aujourd'hui avec vous et aussi pour m'ouvrir cette opportunité de dialoguer encore une fois avec mes collègues du CRASC. Je remercie aussi M. Heresh, qui, grâce à lui, cette conférence a eu lieu, qui a donc bien voulu, avec toute sa bienveillance, m'encourager à présenter quelque chose. Donc, mes remerciements vont à tout le monde, à tous ceux qui, voyant mon nom, se sont souvenus de la personne que je suis et se sont dit, bon, on va aller écouter ce qu'elle va nous dire. Peut-être écouter par amitié, peut-être par intérêt, peut-être par souvenir de ce que mes dires anciens ont produit chez eux. Je ne sais pas, en tous les cas, le tout mélangé. Pour tout ça, je dirais merci. Alors, j'ai voulu que ma conférence, alors que lorsque M. Heresh m'avait abordé, il avait d'autres thèmes en tête. J'ai voulu donc que ça porte sur le dictionnaire pour deux raisons. Pour la première, que mademoiselle Yahyaoui a évoquée, c'est-à-dire être dans la continuité. Je dirais être dans la continuité, c'est un peu trop ambitieux parce que actuellement, mon centre d'intérêt n'est pas tout à fait le dictionnaire, mais c'est quelque chose qui va servir, d'ailleurs je vais en discuter, le dictionnaire, c'est-à-dire la sémantique, le sens, le problème du sens. Je m'investis entièrement dans la problématique sémantique de la langue, de la culture, de tous les signes qui nous entourent, de tout ce qui fait notre existence, notre pensée, notre réflexion, comment la réflexion se fait, sur quoi, pourquoi, etc. Ce sont là donc mes vifs centres d'intérêt. Mais à ces centres d'intérêt, bien sûr, viennent s'ajouter, viennent donc se superposer parfois d'autres auxquels j'ai appartenu ou bien auxquels j'ai livré des petites réflexions, consacré des petits temps, et parmi eux, donc, il y a le dictionnaire. Alors, pourquoi le dictionnaire? Donc, c'est pour cette raison, mais pour une autre. J'ai constaté, et là, je crois que je ne suis pas la seule à le constater, mais rien ne m'empêche de le dire et de le redire, c'est que chez nous, les étudiants ne lisent pas, ils n'ont pas d'ouvrage entre les mains, et encore moins de dictionnaire entre les mains. Nous avons une grande bibliothèque au département de français, réservée uniquement à des ouvrages de référence, tels que les encyclopédies, les dictionnaires, etc. Et j'y vais de temps en temps. Je trouve les secrétaires en train de discuter de recettes et de marchés. Pourquoi? Parce que le local est vide. Elles ne sont pas du tout dérangées par les consultants. Et ça, d'une part. Et d'autre part, et alors là, je sors de l'ILE pour aller vers les réflexions, les débats. Tous les débats qui sont portés actuellement sur les produits de littérature, produits de culture, produits de production, enfin produits qui donnent l'image de la production, de la création, tournent autour d'œuvres, autour d'ouvrages, autour de créations, pour me répéter, mais pas autour du dictionnaire. On discute le roman, on discute le recueil de poésie, on discute les critiques, les essais critiques, les ouvrages théoriques, on les discute pour dire ce qu'ils valent, de ce qu'ils ne valent pas, etc. Mais jamais on n'a pensé à discuter de dictionnaire. Pourquoi? Et c'est là mon intervention, ça l'objet. Pourquoi pas de discussion autour du dictionnaire? Pourquoi ce désintérêt au dictionnaire actuellement? S'il y avait des linguistes ici, de France surtout, ils vont tout de suite vous dire « Ah, c'est l'avènement du structuralisme ». Pourquoi? Parce que le dictionnaire ayant été pendant des siècles de la Renaissance, en France, je parle de France, de la Renaissance, et puis un peu aussi en Europe, de la Renaissance jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'était vraiment l'ouvrage de référence. On dit le Littré, il n'y a pas à discuter. Le Robert, il n'y a pas à discuter. Viennent les structuralistes à la moitié du XXe siècle, et avec, bien sûr, l'avènement de Chomsky et les autres, enfin tous les structuralistes, et ils bouleversent cette pensée
et c'est ce que je voudrais discuter plus tard après, il bouleverse cette pensée qui a toujours mis comme pierre angulaire de la culture européenne le dictionnaire avec les références qu'il porte pour apporter du nouveau. Et au lieu d'avoir cette uniformisation de la langue, uniformisation de la culture, uniformisation du cachet de noblesse, uniformisation de la référence, ils vont donc ouvrir grand la voie à d'autres perspectives qui vont mettre les variations. Bon, on va commencer par doucement, en disant variation, ensuite en disant multilinguisme, et avec ce mélange, d'abord des langues et ensuite qui va donner par ricochet le mélange des cultures, le dictionnaire et toute cette emprise qu'il avait sur la culture va être un tout petit peu acculé au second plan. Second plan pour les structuralistes, mais pour les académiciens, pour les puristes et les grammairiens, il est toujours là comme étant la pierre angulaire, comme je l'ai dit, de la référence, de la culture. Ça a été un tout petit peu les journées que j'ai organisées, les journées d'études que j'ai organisées entre le débat de la norme et de l'usage, et je continue aujourd'hui, pas tout à fait entre la norme et l'usage, mais toujours dans cette opposition, cet antagonisme culturel qui fait que ou on est pour le carré formé, unifié, ou alors on est pour la diversité, et pourquoi. Et ce que je voudrais montrer, c'est que ceux qui, au départ, faisaient tout pour multiplier les représentations, ont œuvré et grandement œuvré pour faire de la représentation, pour faire en sorte que la représentation, la leur, soit unifiée. Et voyez comment ils vont agir sur notre représentation, parce que comme le plan vous l'indique, une grande partie, c'est une discussion purement sémantique sur l'apport du dictionnaire, le dictionnaire, la représentation, le discours dictionnérique, et la seconde partie, ça va être donc mon champ de recherche, qui est le dictionnaire en Algérie, champ qui va être donc balisé en deux grands volets. Le premier volet, c'est pendant la colonisation, et c'est là où on va trouver l'explication de ce que j'avançais tout à l'heure. Et la seconde partie, bien sûr, c'est le dictionnaire actuellement, et elle est très pauvre. Elle ne nous apporte pas grand-chose, c'est ce que je vais dire. Alors, j'ai relié donc la notion de dictionnérique lexicographique à deux notions qui sont capitales pour moi et qui président toujours à toute confection, à toute réflexion discursive au niveau de n'importe quel discours. Et le discours dictionnérique n'y échappe pas. Il s'agit de la référentialité et de l'intentionnalité. Alors là, j'ai recours aux sémanticiens. Les sémanticiens qui, actuellement, se battent pour ces idées-là. Bien sûr, certains d'entre eux vont vous dire la référence est l'illusion, tellement la référence n'existe pas. C'est le point de vue. D'autres vont vous dire non, la référence, ça renvoie au réel. Quel réel? Le vôtre ou le mien? Comment voyez-vous votre réel? Est-ce que vous le voyez comme moi je le vois? Vous voyez? Et d'autres, mais alors là, je me suis basée sur la théorie de Wolfgang Teuber. J'arrive pas à le dire, c'est un Allemand. Les Allemands ont été toujours les précurseurs dans les débats philosophiques du langage. Je me suis beaucoup imprégnée de leurs débats, aussi bien sur la référence avec Frege, Wittgenstein, Karp et surtout Husserl, mais sur le plan en ce qui concerne l'intentionnalité, je me suis basée donc sur les travaux de Teuber qui ont été traduits par Aurélie, je ne sais pas, une française, attendez, voilà, les noms un peu m'échappent, m'excusez là, hein. Je vais aller vers la bibliographie pour vous donner les noms, comme ça vous prendrez note, surtout mes étudiants là, hein, parce que vous allez... Alors, donc, c'est Wolfgang Teuber, donc je l'ai bien prononcé, et la traduction a été faite par Aurélie Lebeau. Voilà, Aurélie Lebeau, qui est une Française, et qui dans son débat sur la linguistique du corpus,
sur la référentialité de ce corpus, parce que vous savez qu'actuellement, en linguistique, je vais laisser un peu le dictionnaire là, hein, et en linguistique, on axe la réflexion sur la linguistique de corpus, parce qu'il faut vous dire une chose, presque tous les pays ont leur dictionnaire de référence et leur référentiel artistique, culturel, etc. L'Algérie n'en a pas. Nous n'avons pas notre dictionnaire référentiel. Attention, quand vous tapez, on vous dit dictionnaire algérien ou du parler algérien ou dictionnaire. Mais par qui il est fait? Ce n'est pas un dictionnaire algérien. Et c'est ça ce que je voudrais montrer aujourd'hui, la référence qui va présider à la confection, à la production, à l'élaboration du discours. On ne peut pas définir ce que nous sommes si ce n'est pas nous qui le faisons. Si c'est d'autres qui le font, jamais la définition ne reflètera notre réalité. Et c'est là la référence. Je n'entre pas dans les débats des sémanticiens qui vont vers les points de vue et les similarités, etc. Je reste très très carré au niveau de cette manière de voir la référence et la manière de l'introduire qui est la référentialité à travers ce que nous dit Wolfgang Teuber en ce qui concerne l'intentionnalité et la signification. Est-ce que je vais trouver, parce que ces trucs là, mon Dieu, bibliographie. Voilà, alors je l'ai mis en truc, il nous dit que l'intentionnalité peut être envisagée comme un phénomène social. Parce que souvent, pourquoi il le dit, et c'est pourquoi je l'ai pris d'ailleurs, il a vraiment répondu à ce que je cherchais. Pourquoi? Parce que quand on dit intention, avoir une intentionnalité, d'abord on le place au niveau mental, et dès que c'est placé au niveau mental, c'est placé au niveau individuel. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans tous les cas. Ça peut être le cas dans des actes bien ponctuels, dans des actes séparés, isolés. Mais quand il s'agit d'actes préparés, socialement préparés, communautairement préparés d'une manière globale, d'une manière à inclure comme acteur un ensemble d'agents, là ce n'est plus du mental, mais c'est plutôt du social. Donc c'est pourquoi il nous dit que c'est un phénomène social et non pas simplement mental. Elle devient observable une fois que nous la considérons comme une propriété émergente du discours. Donc, où aller chercher cette intentionnalité sociétale, où la trouver si ce n'est au niveau du discours. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans le deuxième volet, à travers certains discours qui ont été faits dans des dictionnaires pendant l'Algérie coloniale, pour voir comment la référence a été choisie, quel a été le mode de sa référentialité au niveau du discours et quelles ont été les intentions qui ont gouverné à cette référenciation. Voilà, alors je commence mon texte donc pour vous mettre quand même dans le sujet, parce que jusque-là, je n'étais que dans la périphérie, c'est-à-dire ce qui a permis à cette réflexion d'avoir la forme que j'ai voulu lui donner. En fait, pour la réflexion de mon texte, ce n'est pas du tout des données ou bien des résultats d'une recherche, ou bien c'est plutôt, et d'ailleurs c'est pourquoi j'ai posé le titre, je l'ai écrit sous forme de question. C'est une réflexion que je voudrais poser en votre présence et que je voudrais être le stimuli d'un débat, d'échange d'idées. Parce que seul, on vient de le voir, l'intentionnalité individuelle, mentale, seul, on ne pourra jamais apporter des résultats probants, puisqu'il s'agit de production sociale, il s'agit d'une référence sociale, il s'agit du reflet d'une société. Donc le débat autour de la réflexion portant sur la société ne pourrait être un bon débat que lorsqu'il rassemble diverses idées qui sont bien sûr implantées et ancrées dans la société en question. Alors, j'arrive pas à trouver mon texte. Bon, vous savez, les ordinateurs et tout ça, c'est pas toujours... Voilà. Bon, c'est pas possible. C'est pas celui-là, j'arrive pas à l'avoir. Plan. Voilà. Je reviens toujours. Je reviens toujours, comment je fais? Tu cliques. Le plan. Ça s'appelle plan. Oui. Pourquoi il est en rouge?
Je crois qu'il me l'a zappé. Ça y est, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est là. J'ai eu peur qu'il me l'ait fait sauter. Attends. Voilà. Bon, je sais pas, tu m'aides pour ça. Bon, c'est parce que j'ai des problèmes de vue que je me suis fait aider par ça. Sinon, donc comme je disais, le dictionnaire est cet ouvrage que chacun d'entre nous a chez lui, rangé dans un coin, mais qui ne consulte que sporadiquement et rarement, quand il le consulte. Hein. Il est aussi l'ouvrage le plus consulté au monde. Et, consulté, je veux dire, demandé par les petits et par les grands. Il est aussi l'ouvrage que se partagent toutes les cultures. Dans les cultures du monde entier, vous trouvez donc des listes, des répertoires, des nomenclatures à fonctionnalités définitoires ou bien à d'autres fonctionnalités généralement informatives. Alors quand je dis définitoire, informative, là je me place sur deux plans. Je sais un tout petit peu mon texte. Je me place donc sur deux plans. C'est le plan purement linguistique où la référence est purement de type linguistique à définir un terme et comment donc se fait cette définition. Et informative, là je vais vers l'encyclopédie où l'élément, le concept, l'objet est placé dans un univers beaucoup plus élargi avec tout ce qu'il draine autour de lui et après lui comme emploi, comme utilisation, comme variante, etc. Et aussi comme apport scientifique, parce que parfois le concept émane d'une théorie scientifique. L'encyclopédie est là pour nous expliquer tout ce que cette théorie, l'expérience, etc., ont fait pour aboutir à ce concept. Et alors là, on est dans la spécialisation et les typologies dictionnériques et lexicographiques qui ne représentent pas le but de la conférence. C'est juste pour vous montrer que le dictionnaire, en fait, j'en parle comme étant un ouvrage de référence, mais matériellement parlant, il se présente différemment selon, bien sûr, le domaine auquel il est assigné, qu'il cherche donc à nourrir à travers son contenu, ou bien alors l'usage. Parce qu'il y a le domaine et il y a aussi l'usage. Quand je suis dans mon bureau, j'ai des problèmes de mémoire, ce qui m'arrive beaucoup. Je ne sais plus si c'est 2 F ou un F, donc je vais vers le dictionnaire électronique pour régler mon problème. Mais si j'ai vraiment une dissertation ou bien une recherche, c'est vraiment vers un dictionnaire bien plus élaboré que le petit vacemedum, comme dirait Pruvot, pour donc nourrir aussi ma réflexion et essayer de bien situer sémantiquement parlant, c'est ce qu'il faut, le concept à traiter. Bien, donc, et comme je le disais, les débats, en tous les cas en Algérie, ne portent pas sur ce dictionnaire. Et pourtant, il est quand même porteur d'éléments dont on a besoin et qui vont nous expliquer notre comportement, notre manière de nous voir nous-mêmes, notre manière de voir certaines choses, et c'est lui qui emporte les traces et les indices, ce que je vais essayer, je ne sais pas si je réussirai à vous le montrer. Donc, pourquoi la référence, comme je vous l'ai dit? Parce que la référence, elle est avec le réel. Le dictionnaire, lui, il prend les mots. Hein, il est constitué d'une nomenclature, on est tous d'accord là-dessus, quel qu'il soit, hein, encyclopédie, de spécialité ou de langue générale, de langue ou encyclopédique historique, toujours le dictionnaire se compose d'un classement, d'une nomenclature. C'est vrai que là, j'ouvrirai une parenthèse pour vous dire que les classements de tout temps et dans toutes les cultures n'ont pas été les mêmes. Chaque culture opte pour le classement qui lui semble le mieux approprié. Vous avez par exemple Ibn Khalil Ahmed dans son fameux Kitab al-Ayn qui opte pour le classement phonétique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la phonétique atteignait un summum, un niveau mis bien sûr par les travaux mis à jour
par les travaux de l'école de Basra, dirigée par Sibawayh à l'époque. Donc, phonétiquement, les lexicographes de l'époque se trouvaient dotés d'une facilité, d'une maîtrise de description, pas alphabétique, pas l'alphabet graphique, mais plutôt l'alphabet phonétique. Et c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle Kitab al-Ain, parce que lui, pour son choix à lui, c'était de commencer par le phonème le prononcer le plus en arrière. C'est la laryngale hein, pour arriver bien sûr, pour finir par la bilabiale B. C'est un choix. Bien sûr, ça demande une connaissance en phonétique, une connaissance en langue d'abord, etc. Mais ça a été un choix. Le dictionnaire de Jay-Z, je l'appelle comme ça Jay-Z parce que ça me fait rappeler Jay-Z, la téléphonie, mais le nom est assez compliqué, le dictionnaire chinois, qui est fait de sinogrammes. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal parce que l'écriture chinoise se base sur les idéogrammes. Donc les sinogrammes, on compose la nomenclature chinoise. Et j'en passe, parce que si on va vers le sanskrit, c'est encore une autre histoire entre les voyelles et les non-voyelles, etc. Donc le classement, on ne parle pas du classement, mais on parle de la présentation qui est toujours une présentation organisée. Cette organisation va faire appel à des éléments du monde, comme dirait Wittgenstein, du monde qui nous entoure. Dans cette organisation vont entrer en jeu deux éléments. L'élément objet, d'où d'ailleurs ce petit aspect objectif que je discute, d'ailleurs que je vais discuter, et l'élément conceptuel, qui n'est pas objet, mais qui renvoie à un fonctionnement, soit un fonctionnement intellectuel ou bien un fonctionnement expérimental. Et les deux, donc, vont constituer ces deux parties, objet et concept. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les philosophes du langage pour la signification se sont disputés. Pour les uns, et Frege est le premier. Pour les uns, c'est d'abord signe, référence, signification. Pour d'autres, non, c'est signe, signification et référence. Et la guerre continue. Bon, ils sont morts, je ne sais pas si elle a été encore continuée par d'autres. Bon, c'est ça. Donc, c'est une guerre. Signification, référence, référence, signification. Je n'entre pas dans ces débats parce que ce sont des débats qui sont... D'abord, ils sont trop abstraits pour nous. Ils ne répondent pas au problème qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire au référentiel. J'y ai jeté un coup d'œil, si vous voulez, parce qu'il y a le mot référence et parce qu'il y a le mot sens. Et le dictionnaire se base sur la référence en prenant les éléments du monde, entre guillemets, et il leur donne une signification. C'est le rôle de tout dictionnaire. Donc, c'est un ouvrage de référence. Parmi les ouvrages qui ont permis de rendre compte de l'existence, dans le passé et dans le présent, bien sûr, et qui le font dans le présent, de culture et de civilisation, figure au premier rang le dictionnaire. Il n'a pas eu toujours la même forme ni les mêmes aspects, mais a toujours montré la même intentionnalité. C'est de servir d'ouvrage de référence. Référence au contexte social, politique, économique, artistique, religieux, etc., par le biais de description, de définition et d'illustration. Donc par le biais de discours, qu'on appelle le discours lexicographique. Qu'il soit dictionnaire ou encyclopédie, sa visée première est de répondre aux besoins du consultant, chercheur d'informations. D'où lui vient cette notoriété? Alors là, je me place dans le temps. Ce n'est plus l'Algérie, ce n'est plus moi, mais c'est dans le temps, d'une manière un peu, disons, transcendant notre vécu et notre local, ce qu'est le dictionnaire, quel est son rôle dans le monde entier et depuis les âges, et pourquoi cette notoriété. Certainement, il la tient du rôle qu'il a joué, qu'il a toujours joué, et ce à travers les différentes civilisations dans la diffusion et conservation du savoir, et qui a toujours été lié, alors là c'est le problème, à des textes, liés à des textes, et là je vais citer Boulanger, qui est un lexicographe et lexicologue canadien, 2003,
hein, c'est une citation de 2003. Bon, c'est une citation que j'ai reprise. C'est vers la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, à Sumer, qu'apparaissent les premières listes de mots sous forme de tablettes. On en a trouvé 42, avec un total de 14 000 noms classés. Ces listes destinées à un usage pédagogique servaient à former des scribes. Les scribes sont des écrivains, actuellement on les appelle des écrivains publics, mais à l'époque, le scribe, c'était un agent de l'administration, et donc c'était un statut social assez quand même valorisé. Hein. Bien. Donc là, on peut s'arrêter, on va donc être un tout petit peu attiré par le fait que dictionnaire a toujours été lié à pédagogie, à didactique et pédagogie, donc au savoir et la transmission du savoir. Et là, n'oublions pas, on est au 14e millénaire, hein, c'est-à-dire on est dans l'ancienne Sumérie, l'actuel Bagdad, Irak, pardon. C'est une fonction très valorisée car ayant un rapport avec l'écriture, le texte et le savoir. En Europe, ce savoir est intrinsèquement lié au sacré. Pas qu'en Europe, hein, Moyen-Orient aussi, je pense que c'est dans toutes les civilisations. Mais comme je n'ai pas de connaissances, je dirais, de bibliographie ni d'accès des autres civilisations, elles nous sont décrites par les Français, en ce qui me concerne, et par les Européens, pour les anglophones. On ne peut pas donc se fier totalement à ce qui nous vient d'autre. Il faut vraiment connaître le chinois pour lire la production chinoise et dire réellement ce que l'on sent de cette production. Parce que ce que l'on sent, nous, ça va être notre représentation à nous, à partir de l'objet qu'on a entre les mains. Mais si on passe par la traduction et si on passe par les dires et les commentaires d'autres, ça va être peut-être le 10e ou le 20e du référent réel, mais tout le reste, ça va être un commentaire noyé dans la représentation de celui qui a confectionné le commentaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'Europe. C'est pas parce que j'exclus le monde, non, c'est pareil. Mais j'ai pris l'Europe et à travers l'Europe la France parce que là, les connaissances de la langue me permettent d'aller directement vers ce qui est dit dans cette zone et dans cette sphère. Donc valoriser Jean Pruvot, un lexicographe et lexicologue de Cergy-Pontoise, actuellement en retraite, mais qui continue à travailler dans les maisons Larousse et Champion, dit à ce propos. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de la métalexicographie en France, parce que après je viendrai sur la métalexicographie qu'il nous faut aujourd'hui chez nous pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il s'agisse de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Les mots sont encore, parce que c'est lui qui tient le musée virtuel du dictionnaire en général et du dictionnaire français en particulier. Donc, vous pouvez le consulter, il est en ligne. Hein. Donc, je reprends. Les mots sont encore prisonniers des conceptions métaphysiques. On ne s'intéresse pas pleinement au langage pour lui-même, mais à son essence divine. Ainsi, les sommes du Moyen-Âge correspondent à des résumés des connaissances de l'époque. Par exemple, la Summa Theologica, c'est du latin, hein, de saint Thomas d'Aquin, 1225-1273, mais ne décrivent pas les mots. C'est-à-dire, à travers les mots, on transcende le mot en tant que matérialité linguistique pour aller dire, commenter et peut-être aussi même expliquer tout ce qui est sacré, ce qui est divinement, entre guillemets, dit à travers des textes sacrés. Donc Thomas d'Aquin a été l'un de ceux qui ont écrit les sommes, les fameuses sommes, et un autre aussi s'est basé sur cette vision divine du mot et de la langue, et ça nous renvoie aux guerres de l'Antiquité entre les naturalistes et conventionnalistes,
entre ceux qui disent que la langue est naturelle et d'autres qui disent non, elle est conventionnelle. Donc on a toujours ce divin, ce sacré qui vient donc nous préoccuper peut-être ou nous occuper, comme c'est le cas de Thomas d'Aquin, et pour nous dire que l'objet linguistique collé au référent du monde n'est que le donné de Dieu. Donc là, mettre la langue avec le divin. Un autre, c'est Isidore de Séville. Isidore de Séville, 570-636. Et c'est lui qui a été le premier étymologue pour la langue française. Et c'est pourquoi maintenant, quand on consulte un dictionnaire d'étymologie pour les mots, on a une étymologie soit grecque, soit latine, parce que le grec, dès la Renaissance, là c'est un peu après, il a été mis au même diapason que le latin, sachant que l'ère romaine est venue pour balayer l'ère de l'Antiquité, l'ère grecque, et installer le latin comme étant la langue de référence. Cette mise en valeur du grec a été donc récupérée, et c'est la raison pour laquelle l'étymologie de Séville, d'Isidore de Séville, qui est purement latine, actuellement on la voit toujours aller avec l'étymologie qui a été donnée à travers les travaux d'Aristote sur les textes. Il n'est pas le seul, il y a aussi Hérodote, il y a aussi Apollonius Discole, etc., qui ont beaucoup travaillé sur l'ancien grec et qui ont donné donc cette vision de classification, de grammatisation de la langue qui a été récupérée par le latin, et c'est la raison pour laquelle nous avons en étymologie latin et grec. Donc ces ouvrages-là sont des ouvrages fondateurs de la pensée médiévale. Vous voyez, nous avons un élément, pourquoi j'ai pris cette citation de Pruvot, nous avons un élément nouveau, c'est la pensée. Depuis tout à l'heure, on discutait de la référentialité, intentionnalité, et voilà qu'un élément vient s'ajouter dans cette conception du discours lexicographique, c'est la pensée. Et la pensée, et d'ailleurs les philosophes on discute beaucoup et même trop sur ça, et pour dire qu'est-ce qui alimente la pensée, d'où s'alimente la pensée, pourquoi la pensée se forme-t-elle comme ceci et non comme cela. Eh bien, la pensée n'est pas uniquement de l'intérieur. Elle est nourrie de tout ce qui vient de l'extérieur, de tout ce qui vient de la manière de référencier son milieu, de référencier son existence avec les symboles. Moi, je vais ajouter quelque chose qui va venir par la suite, mais je vais le dire tout de suite, les symboles. La pensée va avec les symboles. Et les philosophes du langage, surtout allemands, ont montré que tout signe est un symbole. Et il n'est symbole représentatif que par rapport au lieu, au milieu, au contexte où il agit. Le même symbole placé dans un autre contexte aurait une autre action. Donc vous voyez que le contexte, le social, la pensée n'est pas unique. La pensée, elle est sociale, comme la référence qui est sociale, et comme l'intentionnalité qui va devenir sociale. Aux tablettes sumériennes s'ajoutent les pierres d'Égypte avec des listes où les mots sont classés par thème, qui selon Boulanger, vous allez voir, on va dans un sens de gradation. On était tout à l'heure pour apprendre à écrire. Maintenant, vous allez voir, les tablettes d'Égypte, qu'est-ce qu'elles ont comme intentionnalité et sociale, puisque c'est des tablettes qui rendent compte du vécu social des Égyptiennes de l'époque. Aux tablettes sumériennes, je reprends la phrase, s'ajoutent les pierres d'Égypte avec des listes où les mots sont classés par thème, qui, selon Boulanger toujours, ont pour vocation non pas d'apprendre à écrire aux enfants, mais de proposer un programme d'instruction de l'humanité fondé sur l'organisation du monde. Donc vous voyez, ce n'est plus le local qui intéresse, mais c'est le global, parce que je vais traiter ce côté du local au global.
Donc l'intentionnalité n'est plus socialement circonscrite, mais elle s'étend à l'au-delà. Donc vous voyez ces listes, si elles ont été faites, elles n'ont pas été faites d'une manière, disons, aléatoire ou bien inoffensive. Je ne sais pas, le mot m'échappe. Hein. Même si, à ce stade, on est loin du dictionnaire tel qu'on le conçoit actuellement, on remarque que déjà, à cette époque, les ouvrages laissent apparaître deux éléments qui vont caractériser le dictionnaire jusqu'à aujourd'hui et qui pourraient expliquer cette notoriété. Le premier, c'est qu'il représente des ouvrages liés à la connaissance, au savoir, et par ricochet, c'est-à-dire par voie de conséquence, c'est l'élite, le statut respecté et respectable. Le deuxième est qu'il met en évidence le rôle de l'écriture dans la conservation de l'information en utilisant la langue et le texte comme moyen de finalité. Donc, l'écriture, ensuite, la langue, on ne peut pas écrire comme ça si on n'a pas une langue qui va nous servir d'écrire, et le texte comme moyen de finalité. Le triptyque langue, écriture, texte, servant de moyen pragmatique, puisqu'ils vont servir à une finalité, à une visée bien définie, à la diffusion de la connaissance, vont non seulement servir localement, mais globalement. J'arrive donc au local et au global. Et c'est le 1.1, l'impact du dictionnaire du local au global. Un bref survol historique de l'évolution du dictionnaire à travers les âges nous permet de repérer l'identité de ces dictionnaires par leur ancrage spatial et temporel. Si vous allez dans n'importe quelle encyclopédie vous informer des travaux lexicographiques, que ce soit des travaux actuels ou bien des travaux anciens, chaque référence donnée pour répondre à notre recherche est accompagnée du lieu de production et du temps de production. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve qui est répertorié universellement? C'est ce que je vais dire. Alors là, je donne des exemples du Trésor de la langue française, par exemple, du Chouaen Jizi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de Chine, etc., de l'Israël arabe, par exemple. Nous remarquons alors que dans le monde, il existe probablement une infinité de productions et que seuls ceux qui ont réussi à s'imposer aussi bien localement que globalement sont classés parmi les références reconnues universellement. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'ouvrage, quand il arrive à être classé, reconnu universellement, cela apporte un plus, apporte un élément qui va servir la réflexion et qui va servir l'humanité. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Ibn Khalil Ahmed, parce que je suis subjuguée quand je lis le travail qu'il a fait et la manière dont il a conçu son répertoire. Ce n'est pas la manière de définir, parce qu'à l'époque, le savoir linguistique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un petit peu, n'était pas celui de définir. La définition allait par elle-même, étant donné que tous les répertoires qui ont été faits ont été pris d'usage actuel, de l'époque. Donc la définition importait peu. Ce qui importait, c'est la technique lexicographique et le répertoire par classement phonétique. On a essayé de faire de même, et les dictionnaires actuels n'ont pas tellement réussi. Si on prend par exemple le Trésor de la langue française, j'ai eu la chance, je crois que Mme Benamar ici présente, elle aussi, nous avons été ensemble, je ne sais pas, au Crapel, de visiter le Crapel en France, Nancy 2, on était ensemble, voilà, à Nancy 2, et on a visité donc le laboratoire qui confectionne, suit, corrige, enfin, qui élabore le Trésor de la langue française. C'est un ensemble
de 17 à 20 volumes, chaque volume presque 1000 pages, avec tous les usages de la langue. C'est grandiose, c'est phénoménal. On ne peut pas chercher un mot maintenant, et ça a été renouvelé, à la dernière version est sortie, attendez, j'ai un problème de mémoire, je crois en 2008, enfin les années 2000, hein, la dernière version c'est les années 2000, je n'ai pas exactement la date, j'aurais dû la chercher, je ne pensais pas en parler. Donc, cette moi je l'appelle comme encyclopédie. Ils appellent ça le trésor de la langue française réuni. Non seulement il réunit tous les éléments, tous les mots, tous les vocables, je vais parler en termes de lexicologie, tous les vocables qui servent à utiliser le français, que ce soit par écrit ou bien oralement. Le trésor de la langue française se distingue du littré, par exemple, qui est la référence. Hein. Il continue à l'être, le littré, avec le Robert, par le fait que le littré n'a pris dans son dépouillement que les éléments littéraires et classiques. Pourquoi ? Parce que le littéraire et le classique, les écrits de Rousseau, par exemple, ou de Voltaire, les écrits de Racine, les écrits sont indéniablement pris comme étant la référence et qu'il ne faut pas y toucher. Donc, le dépouillement du littré s'est limité à cela. Robert est venu un tout petit peu pour changer la donne et s'ouvrir à la francophonie. Pas à la France française, mais à la francophonie, et aller vers des écrivains québécois, des écrivains africains, des suisses. Africains, on lui a rejeté à l'époque. Des écrivains suisses, belges, etc., qui ont été refusés pour la francophonie. Mais maintenant qu'on a... C'est pourquoi je vous ai dit la moitié du siècle, du XXe siècle, avec l'apport de la linguistique et des structuralistes, a quand même bouleversé la donne concernant cette norme figée, etc., pour laisser un tout petit peu d'aération vers les variations, parce que le temps l'oblige. Le temps il oblige la multiplicité, la variété, la diversité, et en quelque sorte, quand on cherche certaines sociétés cherchent à être composées d'éléments divers, de langues diverses, pour l'enrichissement et aussi pour répondre au temps, parce que actuellement, le 1 dans toute la référence est un 1 qui tue, hein, qui élimine la richesse et qui élimine tout dialogue avec l'autre, parce que l'existence n'est pas une existence unique, c'est une existence de l'être, certes, mais avec les autres, l'existence plurielle. Je disais donc, pour le trésor de la langue française, ils ont été vers toutes les productions, qu'elles soient orales, qu'elles soient écrites, qu'elles soient faites en France, ou bien par des francophones, ou bien même par des francophones qui ne relèvent pas de la francophonie. Parce qu'il y a des gens qui se spécialisent dans la langue française et qui viennent donc de pays autres. Ils ne sont pas de la francophonie, mais ils ont utilisé le français, donc on va utiliser l'emploi. Et on se rend compte, quand on va dans une consultation, hein, toute anodine, hein, dans une consultation du trésor de la langue française, on se rend compte que pour un mot, on a à balayer 4, 5, parfois 10 pages. Pourquoi ces 10 pages ? Ce sont des usages et ce sont des emplois. Et là, on retrouve j'ai appelé ça pas l'adage, mais plutôt c'est comme une sorte de formule de Wittgenstein tout à fait au début du siècle, où il a dit arrêtez, meaning is use, c'est-à-dire que le sens c'est l'usage. On ne peut pas donner un sens à une particule, quelle qu'elle soit une particule linguistique, donc dans un fonctionnement purement linguistique, ou une particule chimique dans un fonctionnement chimique, ça, qu'à partir de l'usage. Et ça nous renvoie aux fameuses expériences scientifiques. Meaning is used, et le trésor de la langue française a donc pris ça à la lettre et il l'applique. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent parler d'un référentiel. Plus que ça,
Actuellement, il y a des projets. Je suis tombée sur un projet comme ça par hasard. Hein. Je suis tombée sur des projets qui sont financés par l'État français et qui ramassent toutes les données orales qui se font en France et pour constituer le corpus référentiel oral de la langue de la France. Et ils se rendent compte qu'ils sont loin de ce que Littré a donné comme répertoire. Ils sont loin de ce que Larousse tient à donner, parce que la Maison Larousse, c'est des puristes. Hein. Les puristes, c'est Quémada dont je vais parler. Et là, je vais vous montrer à quel point ils sont puristes, même au début du XXIe siècle. Quand je dis ça à Prévost, qui est un ami et qui est de Larousse, il sourit. Dernièrement, il m'a dit, écoute, je vais me mettre à l'arabe, je vais apprendre l'arabe. Je lui ai dit, tu as intérêt. Donc, ça, c'est une digression avec le lexicographe et lexicologue Jean Prévost. Donc, là, moi, j'appelle ça des monuments. Des monuments pas uniquement linguistiques. Parce que la langue, certes, elle est là, certes, elle reflète, mais c'est le contenu dans la composition linguistique, c'est ce contenu, avec tout ce qui a présidé autour, qui va nous donner une réflexion d'abord, sur l'individu en tant qu'individu, en tant qu'humain, en tant que penseur, et aussi sur la société qu'il a produit avec les différentes intentionnalités qu'elle a eues. Alors, donc, je disais, parmi les références connues, celles-ci, instaurant le dialogue entre les cultures, rendent compte de leur essence et de la place qu'ils occupent socialement. Car à chaque époque, à chaque culture, correspond un ou des ouvrages qui rendent compte implicitement ou explicitement, consciemment ou inconsciemment, des représentations qui ont présidé à leur confection et qui sont celles qui déterminent le degré de référentialité servant à inscrire les faits de savoir sociétaux et autres dans un continuum universel. C'est le continuum en devenir universel qui me tient à cœur, parce qu'une nation, une société qui ne prend pas sa place dans ce continuum universel est une société vouée à la disparition. Il faut donc prendre sa place dans ce continuum universel par, bien sûr, la production et par sa manière de référencer le réel, son réel à elle, et non pas le réel qui lui a été dicté d'ailleurs. Rapport, dictionnaire et société, impact local. Et là, je vais donc peut-être aborder Quémada. Commentant son ancrage social, parce que Quémada est après Imps, je vais vous ouvrir une digression concernant ces grands lexicographes qui sont maintenant octogénaires. Hein. Ils sont, pas Prévost, mais Quémada, Alain Rey. Alain Rey, je l'ai sauté, et je reviens là-dessus parce que quand même il mérite. C'est le Robert, c'est lui avec sa femme Josette de Beauvray qui ont permis à Paul Robert, qui est né à Schleff, et c'est lors du centenaire, de son centenaire à Schleff, l'université de Schleff, Hassiba Ben Bouli, a organisé un colloque, et c'est là-bas que j'ai rencontré Monsieur Prévost pour la première fois, et depuis, donc, on l'a invité, la dernière fois ici, il était occupé, mais bon. Et donc, Alain Rey, qui est quand même, par rapport à Quémada, pas trop puriste, hein, pas trop puriste, parce qu'il est un peu ouvert sur cette diversité, sur cette notion de diversité, même si il est ombilicalement, je dirais, attaché à la vision de Robert. Hein. Il est toujours dans la maison Robert, et c'est lui qui aide donc à la confection, à la correction, etc. Il préface le dernier petit Robert de nom propre, c'est lui qui l'a préfacé, et c'est de là que j'ai eu d'ailleurs qu'est née cette envie de confectionner un dictionnaire des noms propres qui a été le petit, ce n'est même pas un dictionnaire, c'est, je dirais, un petit répertoire de noms propres sur les célébrités algériennes lors des PNR qui ont eu ici. Donc, Alain Rey considéré, et c'est ce que je lui reproche. Je crois, mettre un paragraphe, parce que je l'ai mis en note, je crois que je vais le mettre un paragraphe à lui.
Il considérait que c'est à partir du XVIe siècle que la technique lexicographique s'est dotée d'un savoir classificatoire. Alors que c'est et ça, il a publié dans Langage en 1970, j'ai les références, je ne les ai pas ici, en 70, donc c'est quand même assez loin, mais quand même pour un lexicologue de sa taille, c'est un octogénaire. Donc à l'époque, il était quand même bien mûr. Dire que c'est le XVIe siècle qui a vu la première technique classificatoire de lexicographie en France, c'est quand même assez grave. Alors que on a crié bien fort. Et l'un de ceux qui ont crié fort à ce dire un peu erroné de la part des lexicographes, surtout quand on est en linguistique, c'est Jamel Esmi. Jamel Esmi qui est un linguiste algérien qui travaille dans des laboratoires en France et qui collabore par des articles dans la revue Arabophonie. Et c'est grâce à lui que j'ai fait la découverte de toutes les techniques lexicographiques arabes. Et c'est lui qui a montré que c'est le 8e siècle, et même avant le 8e siècle, puisque nous parlons des sinogrammes chinois et des listes, bien avant lui, que les techniques lexicographiques, parce que en fait, pourquoi je dis 8e siècle? Bon, je vous dis, c'est ma méconnaissance des autres techniques et des autres lexicographes et techniques lexicographiques des autres régions du monde qui font que on s'attache à ces deux régions. Ce sont celles que l'on arrive à lire, à consulter à travers les produits, à travers les commentaires aussi, à travers les critiques, et la langue arabe et la langue française. Mais sinon, il y a bien d'autres. Et les dictionnaires ont existé bien avant, et la classification, qu'elle soit thématique, alphabétique, phonétique ou mixte, elle a existé bien avant le XVIe siècle. Donc voilà pour Alain Rey et l'école et la maison. Il ne fait pas honneur à la maison Robert. Je reviens à Quémada. Quémada donc a beaucoup parlé comment j'ai su ça? C'est Encyclopédia Universalis qui fait appel à Quémada, étant l'un des plus anciens lexicographes, qui a dirigé pendant plus de 10 ans le trésor de la langue française. Il a été remplacé par Imps, ensuite il est revenu, ensuite c'est Imps. Je ne sais pas maintenant actuellement s'il est revenu ou pas. Et qui a donc été attaché à ce purisme de la langue française, et pourtant il est dans la maison du Larousse, le Larousse qui a voulu s'opposer au littré. Le Robert, ça a été la continuité du littré. D'ailleurs, au départ, la maison Robert disait que c'était comment ils appelaient ça, l'entreprise du littré, continuité d'entreprise du littré. Donc, ils voulaient donc être vraiment ancrés dans la française, et à travers la langue, bien sûr, aller vers le Larousse, non. C'est plutôt l'aspect encyclopédique qui a primé chez lui. Pour bien sûr l'exposer, il faut bien sûr aller vers l'aspect linguistique. Et Quémada, qu'est-ce qu'il va dire à propos du dictionnaire et de son impact au niveau de la société? Suivez-moi. Donc, commentant son ancrage social et son utilité au plan de la connaissance linguistique et épistémologique, Bernard Quémada, visant le dictionnaire de langue, voyez, met le lien entre le rôle du dictionnaire en tant qu'ouvrage et sa représentation en tant qu'autorité. Plus socialisé, je le cite, plus socialisé que tout autre recueil de données linguistiques, le dictionnaire de langue représente pour le public un guide détenteur du code de l'usage légitimé, image et mémoire de la langue, toutes époques et tout domaine réunis. Donc, pour lui, ce qu'on retient, c'est cette autorité, le dictionnaire, comme il est légitimé, personne ne le discute. Il n'a pas, en quelque sorte, il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a des discussions, on a des débats, les discussions, débats prennent des références de tout ordre, sauf des références dictionnariques et lexicographiques. Jamais
un dictionnaire n'a été mis au niveau d'un débat sur la table et dire voilà, le dictionnaire, non. Ou bien il y a une académie, c'est une académie qui règle, ou bien il entre dans le sillage de l'académie, ou bien il n'entre pas dans le sillage de l'académie. Je vous donne un exemple. L'exemple de l'encyclopédie, la première encyclopédie française de Richelet, c'est en 1680, je n'ai pas exactement, mais je sais que c'est en 1680 quelque chose. Voilà, 30, très bien. 37, très bien. Donc, Richelet, parce que, critiquant l'Académie française, parce que voyant d'abord que l'Académie ne donnait pas un dictionnaire vite et rapidement et d'une manière parfaite, c'est les critiques qu'il lui a portées. Et puis, il considère que le répertoire n'est pas un répertoire complet. Lui a constitué son encyclopédie. C'est une encyclopédie dans laquelle on trouve des trésors de l'époque. Mais Richelet n'est jamais cité. On cite le Furetière. Le Furetière, moi je ne le connais pas, enfin je le connais comme référence. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de prendre le Furetière et de le feuilleter. À Chlef, quand j'ai rencontré M. Pruvot, il me l'a montré, ils ont fait des dons de grands dictionnaires à l'université de Chlef à l'époque. C'est en 2010, je crois. 2010. Ou 9, enfin, comme ça. Et il m'a dit, écoutez, je dis, le Furetière est là. Tellement, pour moi, le Furetière, il me dit, ah bon, le Furetière, je vais vous montrer ce qui contient ce Furetière. Je vous assure, c'est une digression peut-être un peu déplacée, mais c'est mon exclamation pour moi, c'est tellement le Furetière est cité, et tellement pour moi, c'est vraiment la représentation. J'en ai fait, moi, une représentation, vu la manière dont il est traité. Et il me prend, alors je ne sais pas si c'est criquet ou sauterelle, on est tombé sur un mot. Il m'a dit, vous allez voir un animal, je vais vous lire. La description fait de cet insecte un monstre. Il me dit c'est pas possible, mais le criquet, je crois, qui est la sauterelle? Mais c'est pas comme ça, nous, chez nous, il y a des sauterelles, moi, je connais, mais c'est pas. Il dit, ne vous étonnez pas, le Furetière, il s'en est donné un plaisir à donner des descriptions comme il a voulu. Et il a voulu, parce que c'est des éléments, à l'époque, c'est des éléments qui n'existaient pas autour d'eux, dont ils ont entendu seulement parler, ou bien ils ont été dans des laboratoires, ils ont pris il a donné libre cours à une description de cet insecte, pour vous dire. Et bien le Furetière, avec toutes ces aberrations descriptives de la référence, parce qu'il s'est constitué une référence à lui pour montrer qu'il est savant, est cité. Richelet n'est pas cité. Et Richelet, il faut vraiment aller dans les bases de données lexicographiques françaises pour voir ce qu'on a produit. Alors là, on met tout, hein, même les almanachs qui sont là-bas. Vous pourrez avec une chance tomber sur Richelet. Ça, c'est pour vous dire que l'Académie française règle pas française, une académie. L'esprit d'académie est là pour régler, pour donc arrêter, baliser la technique d'idéologie peut-être, pourquoi pas, la visée, enfin tout le produit lexicographique. D'où cette idée d'autorité que Quémada remet en surface à travers le mot légitimer. Il va encore un peu plus loin. On retrouve les idées de la tradition surtout française, où le dictionnaire de l'Académie française est lié à la généralisation de la langue française et de son officialisation décrétée par Richelieu, ainsi que sa grammatisation entreprise par Port-Royal et Vaugelas. Ce caractère normatif du dictionnaire accepté socialement, vient du fait qu'il est, et là je le cite, perçu comme la somme des connaissances partagées par une communauté. Nul ne saurait en avoir une entière maîtrise, ce qui reste le privilège du dictionnaire. Donc pour Quémada, le dictionnaire, c'est la somme des connaissances partagées par une communauté. Et c'est parce que je partage le contenu du produit
que je l'accepte et que je lui donne cette autorité, et sans prescription. D'ailleurs, il va le dire, sans prescription. Je le cite, l'autorité de cette référence tient à un accord consensuel profondément établi. Ce que dit le dictionnaire est légitime et vrai. De ce fait, il exerce une forte action normative en dehors de toute visée prescriptive propre. Nous reconnaissons là l'aspect du dictionnaire monolingue et presque monoculturel, avec la représentation dont il fait l'objet au plan social et culturel français, et ce malgré les apports récents de la linguistique qui font ou qui cherchent à faire bousculer les traditions normatives pour introduire la notion de variation découlant de situations plurilingues et ou plurilingues, multilingues et ou plurilingues, pluriculturelles. La reconnaissance de telles situations a permis à la recherche linguistique, et notamment en matière de lexicographie, de diversifier les champs d'investigation pour une meilleure connaissance de la langue de l'autre en utilisant les NTIC, notamment le TAL, qui permet l'accès à un nombre considérable de langues par le biais de la traduction. J'ai donc, peut-être que vous vous êtes rendu compte, pris le débat qui s'étalait sur une notion de, disons, oppositionnelle entre normes et non-normes, pour aller vers une, disons, position beaucoup plus consensuelle et médiatrice avec une technique médiane que j'appelle la traduction. Je reviens sur l'historique de la traduction parce que le TAL, c'est vrai. Pourquoi ils sont arrivés à ces conclusions? C'est parce qu'ils se sont servis du corpus en linguistique et du corpus de référence grâce au TAL. TAL signifie traitement automatique de la langue. Très bien. De la langue ou du langage. Très bien. Donc, ce traitement, c'est les NTIC, c'est les logiciels qui nous permettent donc de les faire, de mémoriser des tonnes de données, de constituer des bases de données. Là, actuellement, le TAL et comment on appelle ça, le CIR, c'est ça? C'est voilà, appelle-moi parce que voilà, des langues en Europe, voilà, l'ordre, voilà, le cadre européen, voilà, commun de référence des langues, voilà. En France, d'ailleurs, ils ont commencé par ça, le TAL a été utilisé d'abord dans ce sens-là, mais il va être utilisé dans un autre sens par la suite. Pourquoi le cadre référentiel le premier? Parce que l'Europe s'unifiant, l'unification de l'Europe, toute unification demande quand même une certaine interaction, un certain brassage. Le brassage ne peut être un brassage culturel que lorsqu'il est un brassage linguistique. Or, en Europe, chaque pays a à peu près sa langue qui est différente de l'autre, même si les linguistes historiques leur donnent une origine unique, les mettent dans la même famille indo-européenne, etc., etc. Mais en fait, les branches sont tellement différentes. La branche slave, elle est différente de la branche germanique, qui est différente de la branche romane, qui fait que même dans les branches romanes, le roumain n'est pas le français n'est pas l'italien. Donc, vous voyez, les langues sont différentes. Et ces différences linguistiques bloquent un tout petit peu le brassage culturel et multiculturel. Donc, il leur fallait trouver un outil qui arrive à débloquer le blocage linguistique, à débloquer par la traduction. C'est la raison pour laquelle maintenant nous avons sur Google toutes les langues. Mais au départ, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec l'Union européenne et ensuite ça s'étend à toute l'Europe et maintenant c'est tout le monde dans le brassage. Mais la traduction, je reviens à la traduction. La traduction n'a pas été prise en ligne de compte uniquement récemment avec le TAL. Elle a toujours existé. Elle a existé d'abord en tant que technique donnant lieu au dictionnaire. Comment cela? Vous savez que au départ, tout à fait, au début de l'ère chrétienne,
au début de l'ère chrétienne, les textes étaient en latin. Les populations ne parlaient pas le latin. Pour avoir accès aux textes sacrés, il leur fallait traduire. Et les traductions étaient écrites sur des lignes, juste en dessous de la phrase, ou bien du mot latin qui bloquait la compréhension. Ces mots-là qui étaient écrits en dessous des mots difficiles, qui traduisaient, étaient réunis et ils ont constitué des glossaires. D'abord des gloses, hein, c'est quand on traduit sur place, c'est des gloses. En glose, on dit d'une autre manière la chose. Gloser quelque chose, c'est le redire d'une autre manière. Ces gloses ont constitué les glossaires, et c'est à partir des glossaires qu'on a constitué le dictionnaire. Donc vous voyez que la traduction a commencé. Ça, d'un côté. Donc elle est originelle, hein, je veux dire, elle est tout à fait au départ de la pensée lexicographique. Et puis, autre chose, les premiers dictionnaires qui ont été faits, c'était des dictionnaires bilingues. Dictionnaires, je dis français. Hein. Dictionnaires français. C'était des dictionnaires bilingues. Parce qu'il fallait passer du latin au français. Juste au XVIe siècle. Parce que c'est au XVIe siècle que le français s'est généralisé. Il y avait tous les patois, ils appellent ça des patois, c'est les langues vernaculaires. Alors, une fois, je discutais avec une collègue en France, dans une université. On était en train de préparer, je ne me rappelle plus, hein, je crois que c'était une soutenance. Et elle me parlait de son encadrée algérienne. Et elle m'a dit, la pauvre, je ne sais pas si vraiment on arrive à s'entendre. Elle, une chéouillophone, et moi, une francophone. Je l'ai regardée, j'ai dit, francophone quoi, bretonnophone ou chéouillophone. Alors, vous voyez, donc, le dictionnaire bilingue, les patois ont été effacés pour être remplacés par le français. Et le français, donc, expliquait le latin. Et c'est comme ça qu'on est petit à petit, le français c'est vraiment ancré pour marginalisé voilà, le latin et prendre donc la traduction a beaucoup servi le dictionnaire. Elle a été au point de départ. Autre chose qu'il faudrait souligner, et là je m'inspire d'un travail mais phénoménal fait par un couple canadien. Alors les noms, il faut les chercher, ils sont là. Judith Lestil, je crois, et je vous donnerai après si vous êtes intéressés, ils sont là. Ils ont confectionné un ouvrage, mais alors d'une très grande richesse, et qui parle des traducteurs dans le monde et des traductions dans le monde. Et alors là, ils citent le rôle de la traduction faite à partir de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, parce que le XIXe siècle, il va nous être réservé à nous. Je vais le laisser par la suite. Mais du XVIe siècle au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on a fait de la traduction? D'abord, on s'est attaqué aux langues de prestige à l'époque, XVIe siècle. Les langues de prestige, c'était le grec, le latin et l'arabe. Donc, il y a eu des traductions pour ces trois langues. Ensuite, XVIIe siècle, ils appelaient ça le latin vulgaire. Ils sont attaqués à tout ce qui était vulgaire pour eux, pour faciliter, parce que le commerce s'ouvrait, les voyages se multipliaient. Donc, il faut avoir des outils qui nous permettent le déplacement. Et ensuite, au XVIIIe siècle, c'est la traduction de pays en pays. Et le français s'est accouplé, alors j'ai aimé le mot accouplé de la québécoise, s'est accouplé à toutes les langues de l'Europe. D'abord à l'allemand, ensuite à l'anglais, ensuite au français. Et le premier dictionnaire français-russe a été confectionné en 1760. Donc toutes les langues européennes ont été traduites. Et il y a eu, et par la suite, la traduction ne touchait pas uniquement le français, mais elle touchait toutes les langues de l'Europe. Et ainsi se sont multipliés les dictionnaires anglais, italien, anglais, espagnol, etc. La traduction a beaucoup servi à l'époque. Elle a tellement servi les ouvrages de référence que l'enseignement l'utilisait comme matière principale. La traduction, on apprenait les langues étrangères par le biais de la traduction. Ce que, bien sûr, Saussure est venu remettre en question pour parler, bien sûr, de l'oral et de la linguistique et bouleverser un peu la donne. Ça, c'est pour vous dire, pour vous parler de la traduction. Donc, il ne faut pas croire que parce que le tal est venu, qu'on s'est mis à la traduction. La traduction a toujours
existé d'abord avec les copistes et ensuite l'imprimerie venant par des moyens de l'imprimerie, etc. Donc, je parlais du TAL. Donc, le TAL, pourquoi le TAL? Parce que ça permet l'accès à un nombre considérable de langues par le biais de la traduction, comme je l'ai dit. Rapport au global du dictionnaire. Donc, le local, selon la visée de Quémada, que je remets un peu en question, pour arriver à la visée consensuelle qui, elle, prime la diversité, prime la multiculturalité et encourage les éléments technologiques actuels pour passer par le biais de la traduction et pour perfectionner le travail des logiciels. C'est ce que font d'ailleurs tous les laboratoires actuellement du TAL. Travaillant sur les ambiguïtés du français, j'ai eu donc écho de tous les travaux qui ont été faits en matière de TAL pour désambiguiser, pour être le plus fidèle possible. C'est vrai que c'est difficile. Jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Vous pouvez faire un essai, mettre un passage d'une langue sur Google et essayer de le traduire. Vous verrez beaucoup d'ambiguïté. Mais moi qui essaie de le faire, cela fait 7 ans que j'essaie, je vois qu'il y a énormément de progrès. Alors qu'il y a 7 ans, c'était vraiment du n'importe quoi, c'était des mots qui s'alignaient dans la traduction. Actuellement, il y a un sens. Et quand il y a un sens, et on repère vite et rapidement là où il y a l'ambiguïté. Donc ça veut dire que quand même on perfectionne. C'est la visée vers laquelle je tends, rejetant cette visée quémadienne et laroussienne qui, elle, rejette bien sûr cette variation et dit que c'est l'uniformisation de la langue et son reflet. Rapport au global du dictionnaire. Si le TAL relève de techniques très récentes, la traduction, donc je vais raconter maintenant tout ce que je vous ai dit sur la traduction. La traduction a été à l'origine de la naissance du dictionnaire en Europe et particulièrement en France. Les premiers pas vers une production à caractère lexicographique ont été la confection de glosses, ce que j'ai dit, et rassemblant les termes qui permettaient de comprendre les textes religieux écrits en latin. Ces termes jugés difficiles sont traduits, comme je dis, jusqu'à donner des glossaires. L'un des glossaires les plus connus date du Xe siècle et il est de la main de Reichenau. Ces glossaires vont être à l'origine, bien sûr, des premiers dictionnaires qui seront bilingues avant d'être monolingues. C'est ce que je viens de dire. Le dictionnaire bilingue, à l'instar de son homologue monolingue, a connu son âge d'or en Europe dès la Renaissance, où les voyages et les relations avec l'extérieur ont motivé la confection de manuels et d'ouvrages lexicographiques bilingues et polyglottes. Cet essor va grandissant au XVIIIe siècle, où les pays européens créent de tels dictionnaires pour traduire leur propre langue. Exemple, le dictionnaire français-allemand, français-anglais, ce que je viens de dire. Pour arriver, bien sûr, au français. Mais dès le XIXe siècle, voilà, donc ça, le nouveau, c'est là. Mais dès le XIXe siècle, apparaît un nouveau genre de dictionnaire bilingue, confectionné à des fins spécifiques. Il a un rôle strictement pragmatique. Considéré beaucoup plus comme guide, il a servi à la conquête de territoires à coloniser ou à l'exploration de zones à étudier. Le dictionnaire véritable vadémécum permet le contact verbal avec les autochtones, bien sûr, des régions à coloniser ou bien alors des régions à explorer, à découvrir, à étudier aussi. Donc, je disais, conçu à des fins utilitaires, son contenu se limite au langage quotidien, c'est-à-dire au langage pratique. Vous m'excusez, là, je suis en train de lire et je vois mal, afin donc d'établir le contact avec l'explorateur, le colonisateur ou bien l'autochtone. Alors, ce sont ces dictionnaires-là qui vont m'intéresser et je vais vous en parler pour vous dire
qu'est-ce ce qui fait leur spécificité, ce qui fait leur, disons, caractère, puisque les chercheurs linguistes, et c'est grâce à eux que je vais vous dire ce que j'avais à dire, lui ont donné une catégorisation propre. Qu'est-ce qui fait leur spécificité et qu'est-ce qui fait leur caractéristique. Ils ont été découverts dans un travail métalexicographique. Vous savez très bien qu'il y a actuellement en linguistique, tout est méta, hein, métatextuel, métalexicographie, méta, parce que maintenant on a des logiciels. Ils nous permettent de rassembler une somme importante de corpus et de les étudier. Et c'est dans cette étude métalexicographique que des travaux sur lesquels je me suis basée, pour venir vous parler de ça, sur ce point-là, bien sûr, ont découvert des spécificités à ce dictionnaire qu'on a toujours appelé dictionnaire bilingue, arabe-français, français-arabe. Il y a eu même un lexicographe à l'époque, le seul, moi je l'ai mis pour les Algériens, parce que même si c'est naturalisé français, on le revendique. Il est né là, il est de Biskra, de Médéa, non, de Biskra, Benchnev de Médéa, lui de Biskra. Il est de Biskra, il a enseigné à Alger et il est mort à Alger, mais il est mort quand même en tant que français. C'est Belkacem Bezdila. Et actuellement, les maisons de réédition, surtout pour le SILA de 2016, ils ont récupéré son travail, mais ils n'ont récupéré qu'une facette de ce travail. Et il a été réédité par la maison Ben Khattab, Ibn Khattab d'Alger, en 2016. Alors vous mettez Belkacem Bezdila, Ibn Khattab, 2016, et vous pourrez avoir commandé, pour ceux qui s'intéressent, hein, une copie. Alors Bezdila est considéré, moi je le considère en tous les cas comme cela, il est considéré comme étant le premier lexicographe algérien. Lexicographe bilingue, parce qu'on a vu que dans le monde entier, ça a commencé par bilingue. Et après, on a installé le monolinguisme. Si monolinguisme il y a en Algérie, en tous les cas, nous avons un plurilinguisme. Donc c'est pluriculturel. Traduction totale et dans rien n'empêche. Bien. Donc, il a en 1800, si mes souvenirs, 1882, il a donc confectionné, élaboré le premier dictionnaire arabe, algérien, français. Et en 1886, alors il est composé celui-là de 720 pages, et en 1886, il a confectionné la version inverse, c'est-à-dire français, arabe, algérien, composé de 672 pages. Actuellement, Ibn Khattab n'a pu avoir qu'une version. C'est la version français, arabe, algérien, mais pas l'autre version. Moi, j'ai pu avoir ça, c'est en entrant dans Algérie ancienne, qui est maintenant bloquée. J'ai essayé, on n'a plus accès à Algérie, au site Algérie ancienne, pour pouvoir avoir des éléments. Il est bloqué le site. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, ces ouvrages-là, Belkacem Bezdila les a composés sous la demande de l'occupation. Il maîtrisait les trois langues. Le Temezir, ou Amazir, je ne sais pas comment, Amazir, hein, le français, l'arabe et le français, l'arabe algérien et le français. Et comme il était trilingue, il présentait donc un individu d'une grande importance à l'expédition française. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'expédition française ? Je vais vous rabattre les oreilles avec ça, parce que tout le reste, ça va être uniquement ça. L'expédition française s'est faite dans un esprit préparé déjà par les orientalistes. Les orientalistes français sur l'Algérie qui ont préparé la colonisation, comme lexicographe, nous en avons deux. Venture de, je ne sais pas quoi, quelque chose, je vais vous le dire après. Hein. Venture de, je ne sais pas, et un autre. En 1780 et en 1792. Ils sont venus, ils ont confectionné des dictionnaires, mais ce n'est pas des dictionnaires. En fait, c'est une collecte de données sur l'autochtone algérien, sa vie, ses préoccupations, ses coutumes, ses agissements, ses gestes, tout, d'enquête,
c'était des ouvrages qui préparaient à la conquête. Et c'est comme ça que l'on sait si vraiment on peut y aller ou pas. Parce que c'était la zone barbaresque qui faisait toujours peur. Donc il fallait avoir de l'intérieur. Et il se présentait en tant qu'orientaliste, c'est-à-dire voir les paysages et la beauté de ce qu'on nous chante tout le temps, hein, ça n'a pas changé. Donc, ces ouvrages-là, ils les ont conçus dans un esprit purement d'orientaliste de l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque déjà, les chaires d'arabe existaient dans les universités françaises. Et tous ceux qui qui occupaient ces chaires arabes ont été rappelés pendant l'expédition française. Mais seulement les chaires arabes, c'était de l'arabe classique, de l'arabe littéral et de l'arabe moyen-oriental. C'est ça le truc. Moi, je me suis marrée, je me suis dit, putain, un truc comme ça, en faisant le truc. Mais je vous assure, vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Et ils ont donc, ils ont fait donc leur invasion, leur occupation. Ils ont ramené des gens, donc ils n'ont même pas besoin d'autochtones. Hein. En Algérie, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne sait rien faire, et on ne réfléchit même pas. Donc c'est une bestialité humaine. Hein. Pas des humains bestiaux, mais une bestialité humaine. Hein. Voilà, c'était dans leur image. Ils ont ramené les expéditions avec leurs interprètes, avec leurs lexicographes. Et Benjamin Vincent, l'un d'eux, je vais le citer, je vais vous montrer ce qu'il a écrit. Benjamin Vincent, Vendure de je ne sais pas quoi, Hugues. Alors ce Hugues-là, vous allez voir avec la langue. Et ils sont venus s'installer avec l'armée, en confectionnant ce que, je l'aime bien, c'est la Sylvette Larzule appelle des ouvrages de survie. C'est-à-dire avec un langage de survie pour l'armée, pour l'administration, mais même pour l'armée. Voilà pourquoi je vous parle de Bezdera. Il leur a rendu bien service. Pour l'armée. Mais l'armée, elle, qui a appris Tafaddal ou Gumhuriya, parce qu'ils ont appris le truc d'Égyptien, Bonaparte, Vendure de je ne sais pas quoi, il était déjà dans l'expédition de Bonaparte. Donc, ils se sont trouvés face à une population qui était presque inaudible à ce langage. Donc, il leur fallait quelqu'un du local. Et le local, c'est Belkacem Bezdira. Il a donc confectionné. C'est pourquoi ces dictionnaires doivent être, en principe, le deuxième, on doit le récupérer parce que c'est une masse d'informations de l'époque, d'informations culturelles d'abord de l'époque. Les mots sont porteurs donc culturels de l'époque, sociétale, et aussi comment l'autre, hein, venant s'installer chez nous, comment a-t-il pu récupérer tous ces éléments pour les réutiliser contre nous. Voilà, c'est ça, c'est toute donc cette image, ce renversement et l'usette de Larzule qui a fait un phénoménal travail. Je vous le conseille. Il est en ligne. C'est vrai qu'il est long, il est grand, mais l'ouvrage, vous pouvez le commander sur les manuels arabe et manuel français arabe et manuel français fait pour, donc il y a les trois fait pour pendant l'occupation française, surtout pendant la première moitié du 19e siècle, et elle en fait une explication, une description d'abord et puis une interprétation qui ne laisse pas l'individu indifférent ni insensible à ce qui a été fait à l'époque. Donc, ces ouvrages-là ont été classifiés par fonctionnalité administrative, militaire et bien sûr apprentissage, parce qu'il y avait des écoles. Alors, ils le citent, ils le disent très bien. Hein. Au départ, c'était Alger, Constantine, et ensuite ils ont annexé Oran, les trois pôles en Algérie, où il y avait des écoles qu'on appelle les écoles musulmanes françaises, où on enseignait l'arabe à l'époque. Et les enseignants de l'arabe, c'était des Français.
des Français orientalistes qui ont appris l'arabe dans les chaires françaises. Alors, les lexicographes, c'est des Français. C'est pourquoi je parlais de référence et de référentialité. Et c'est pourquoi les écrits de Bezdera ont beaucoup servi. Donc, la représentation de celui qui fait, c'est la représentation qui se fait, lui, de nous. La preuve, de nous, bien de l'objet qu'il décrit ou dont il parle. Je me laisse emporter là. Excusez-moi, effectivement. Là, ces enseignants-là, qui ont occupé ici, venant là, venant, ils ont occupé des chaires dans les universités, comme je vous disais, les écoles militaires, surtout les universités d'Alger. Bossier en est là. L'université d'Oran, je trouverai le nom, et l'université de Constantine. Alors, ils servent l'armée, ils servent l'administration, ils servent donc l'apprentissage. Ils étaient donc confrontés à un double constat. Eux qui pensaient avoir un auditoire beaucoup plus simple, à éveiller un auditoire, puisque c'est des Arabes, des arabophones, ils étaient face à un auditoire qui ne suivait pas. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, République. Donc, vous dites après moi République, et ça c'est Larzul qui le dit, c'est pas moi. Je vous envoie, dites République. Alors, j'ai pris 3 ou 4 exemples, c'est des mots français déformés. Et après, on nous dit, mais l'Algérien, c'est moitié français. Vous voyez comment ils ont appris l'arabe, ces gens-là? Vous voyez? Donc, la déformation, disons, l'emprunt, c'est vrai que l'emprunt existe. Mais chez nous, il n'a pas existé, il a été inculqué. Alors que la traduction existe. Hein? La République, c'est Jamhouri. Hein? Donc, comme il disait Goumhouri, l'autre il ne réagissait pas, donc Goumhouri et République, il préférait République parce qu'après il va parler à son agent République, et République c'est beaucoup plus proche qu'un truc de tout déformé. Donc c'était des déformations au départ. Et ça c'est sous le Deuxième Empire. Vient le Troisième Empire. Après le Troisième Empire, hop, emballait tout. Quand même, il y avait un essai. Il y avait un très grand débat. C'était curieux pour moi de voir le débat qui existait dans la première moitié du siècle, où les tenants de l'arabe, d'ailleurs, il y a eu la traduction de Loqman, des fables de Loqman à Paris, traduction de La Fontaine, etc., où ces gens-là qui ont beaucoup travaillé sur ces textes-là ne voulaient pas entendre parler de variations, de dialectales, d'arabe. Ils disent non, l'arabe, c'est l'arabe. Il faut donc, vous le faites mal, vous l'enseignez mal, vous savez. Il y avait donc un débat. Et les autres qui étaient sur place, ils disaient non, attention, vous vous trompez. L'arabe que nous avons ici, c'est un arabe autre, c'est l'arabe de l'Algérie. Il parle autrement. Ce n'est pas ce que vous nous avez appris dans vos universités. Là, nous avons l'arabe actuel. Et c'était un débat. Mais quand même, il y avait des écrits. Et alors, Larzul nous montre certains écrits de Khoudja d'Alger, l'un qui était directeur de la médersa, je ne retiens pas les noms, mais après, par la suite, si vous êtes intéressé, j'ai toutes les références. Donc, l'un qui est Khoudja de la médersa d'Alger, un autre qui était Khoudja de je ne sais pas quoi, toujours à Alger, et qui ont écrit en arabe. Qui ont écrit en arabe, qui sont appelés l'arabe moyen. C'est à peu près l'actuel arabe que nous avons maintenant. C'est-à-dire essayer, avec la syntaxe de la langue arabe que nous avons héritée de nos ancêtres, inclure les diversités, les variations, les formes de l'époque, c'est-à-dire du vécu qui existait donc socialement à l'époque. Quand ce Troisième Empire s'installe et que le Deuxième disparaît, il n'était plus question de bilinguisme, parce que c'était là la visée du Premier Empire, c'était installer un bilinguisme et faire en sorte qu'on parle français, arabe dans les deux parties, que ce soit la partie occupante ou bien la partie occupée. Le Troisième Empire va tout balayer. Il va arrêter ce bilinguisme. L'idée de bilinguisme a été totalement effacée, gommée. Et les ouvrages, parce qu'on a conçu des ouvrages, il y a toute une liste. Larzul vous donne toutes les listes avec les références et la BNF, on peut les consulter. Donc, tous les ouvrages ont été déportés. Dites-moi où? Au protectorat tunisien et marocain. Maintenant, on nous dit pourquoi eux, ils parlent bien arabe. Mais voyez d'où ça vient? Les protectorats tunisiens et marocains ont hérité des ouvrages qui ont été confectionnés à Alger par des gens qui étaient à Alger
en particulier des gens, je dirais, algériens, qui ont aidé les gens français parce qu'ils avaient en arabe. Donc déportés dans les protectorats, et là, il n'était plus question de bilinguisme, ni même d'apprentissage. Il fallait donner un apprentissage adéquat. L'apprentissage adéquat, et c'est ce que l'Arzul va appeler adéquatement l'adéquation entre le contexte et la colonisation. Ce que moi j'appellerais pas comme ceci, mais c'est une élaboration d'ouvrage qui a été adéquate à la visée colonialiste. La visée colonialiste, que cherche-t-elle? C'est faire soumettre un peuple et c'est le dépouiller de sa culture. C'est ça la visée. Donc tous les ouvrages, à partir de cette date 1850, et à partir de cette date, tous les ouvrages vont être conçus, pas en arabe, en français. Il va y avoir des dictionnaires pour traduire ce que le français veut traduire. Et là, un travail fait par François Gaudin du laboratoire de Rouen, actuellement dirigé par un Tunisien, là aussi, ceux qui cherchent, qui tombent. J'étais avec lui dernièrement à Cergy-Pontoise, au LDI. Et donc, ce laboratoire a fait beaucoup de choses. Mahtout Mahfoud, qui est un chercheur maghrébin, alors je ne peux pas vous dire s'il est tunisien, il y a beaucoup de Tunisiens à Rouen, au laboratoire, mais je ne sais pas s'il est tunisien ou algérien, mais en tous les cas, Mahtout Mahfoud, donc ça rime vers maghrébin, a fait un travail avec François Gaudin, François, un grand professeur qui a travaillé avec Guépin, Guépin, le grand lexicologue français, et tous deux, ils ont travaillé sur cette métalexicographie du dictionnaire, parce que le laboratoire, il est en lexicologie, lexicographie, donc ça va dans le cadre des travaux du laboratoire de la période coloniale. Et moi, ça m'a intéressé vu le sujet que j'aborde avec vous aujourd'hui. Et de tout ce qu'ils ont dit et qui est... j'ai pris des exemples. L'exemple que l'Arzul appelle l'adéquation de la confection, du manuel, elle mélange tout, parce qu'elle traite des manuels et elle traite des dictionnaires, tandis que François Gaudin et Mahtout traitent uniquement du dictionnaire adéquat au contexte colonial. Je vais vous donner cet exemple. Parce que là, j'ai beaucoup dit, je ne voudrais pas vous lire ce que j'ai dit. Où est-ce que tu es, exemple? Voilà. J'ai pris deux exemples. J'ai pris l'exemple d'un dictionnaire, parce qu'après, je vais vous raconter comment ça a été fait. Avant d'arriver à l'exemple, je vais le dire, sinon je vais l'oublier. Comment ça a été fait? Comment on s'est arrangé pour que les dictionnaires soient distribués et appliqués en Algérie pour arriver à cette fin colonisatrice? Il y a eu deux groupes en arrivant en Algérie. Le groupe des religieux et le groupe des militaires. Les militaires, comme je vous l'ai dit, ont fait appel à des universitaires qui déjà travaillaient dans des chaires, qui occupaient des chaires arabes dans les universités, donc qui étaient arabophones, quelque peu. Les religieux, eux, étaient composés de deux parties. Les missionnaires, père blanc, sœur blanche, et les jésuites. De Foucault, non? Voilà. Alors, les jésuites, surtout les jésuites, mais il y a eu aussi les missionnaires, se sont intéressés à la partie berbère. Ils ont commencé par la Kabyle. Il y a eu l'auteur dit qu'il y avait une prédilection. Prédilection, c'est-à-dire un choix. Voilà, un choix. Ils ont choisi une préférence. C'est ça, oui, une préférence pour. Mais pourquoi? Parce que voilà, pour régner. Voilà. Donc, ils ont été vers la Kabylie, ensuite vers les Aurès, et ensuite vers Tamanrasset. 3 groupes, chacun avec son dictionnaire et son travail. Le travail fait par les jésuites, c'était en Kabylie. Ils ont
leur visée, ce n'était pas la colonisation. Leur visée, d'ailleurs, c'est là où ils sont un peu écartés de la mission qui leur a été donnée. C'est pourquoi ils ont... C'était évangéliser la population. Hein, c'était l'évangélisation. Et ils ont dicté à enfin, aux éléments qui les occupent, enfin, qui formaient leur groupe, deux choses. D'abord, de se rapprocher de la population et ensuite de s'occuper d'elle sur le plan médical. La partie des missionnaires blancs s'est occupée donc des Aurès, le Chaoui, et de Tamanrasset. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le dictionnaire français Chaoui, dont on n'a jamais entendu parler, existe. Il y a eu des dictionnaires français kabyles, dont je vais vous parler. Hein. L'un des grands lexicographes français kabyles, c'est Hugues. C'est ce Hugues-là qui a été l'auteur de l'exemple que je vais vous donner. Et ce qui m'a étonné le plus, j'ai toujours entendu parler de gros ouvrages Touareg. Mais j'ai toujours pensé que c'était les Touaregs qui les avaient écrits. C'est les pères blancs qui ont écrit l'une des plus... c'est l'ouvrage de référence Touareg. Et c'est là où je prends la référence. Quelle référence et par qui? Elle a été instaurée en tant que référence. C'est par les pères blancs. Elle englobe je ne sais pas combien de volumes. Et elle a été, oui, à Tamanrasset. C'est en 1800. Alors, elle a pris le temps de 1890 à 1910 ou 1909. Je n'ai pas le texte sous les yeux, parce que là, je vous parle de tout le texte pour ne pas lire. Et ils ont donc rédigé ce dictionnaire. Donc, vous voyez que déjà, hein, pendant l'occupation, on avait en tête cette... Comment a-t-on appris le français au Kabyle? Hugues, quand il a confectionné son dictionnaire, Mokrani venait de faire son insurrection. Il a été tué. Et la révolution a été poursuivie par Boumezreg, son frère. Alors, Hugues va se servir de Boumezreg. Il a été même déporté en Calédonie. Hein, c'est là-bas où il... Hugues va se servir de Boumezreg pour expliquer aux Kabyles ce que c'est que battre et ce que c'est que couture. Alors là, je prends les exemples tels qu'ils ont été écrits dans le dictionnaire Godin. C'est François Godin, hein, c'est l'exemple de François Godin et de Mahtout, parce qu'ils ont discuté beaucoup sur ça. Alors, dommage qu'on ne peut pas le... Alors, je vais vous lire. Battre. Boumezreg a été battu complètement. Traduction. Boumezreg et Itoubadel. Couture. Boumezreg a été battu à plate couture. Traduction. Boumezreg et Itoubadel. Regardez comment... Ah ben oui. Vous allez voir après. Après, je vais vous donner pour Vincent. Benjamin Vincent. Lui, Vincent, c'est le militaire. Donc, ça ne va pas être couture battre. Ça va être un ktarasak, etc. Des trucs comme ça. Donc, la soumission, la violence du verbe, parfois agit, hein, et inhibe l'individu beaucoup plus que le coup. Complètement. Quand il a été battu complètement, ça veut dire qu'il n'a plus de chance de se relever. Il a été vraiment déshonoré. Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui est battu, c'est le déshonneur. Et l'homologue en kabyle, c'est Itoubadel, qui est un emprunt de l'arabe Tbadel. Donc ça va, c'est Tbadel. Et comme si cela ne suffisait pas à Hugues, il va encore revenir sur Boumezreg et sur cette manière de le mettre hors état de nuire avec couture. Qu'est-ce qu'il va employer? Dans le premier exemple, et ça c'est l'analyse du discours, hein, il emploie l'adverbe complètement, qui est un adverbe subject, comme tous les adverbes. Hein. C'est le point de vue de l'auteur, c'est sa subjectivité. Complètement, c'est lui qui veut que ça soit complètement, c'est pourquoi il emploie complètement. Et bien, ce complètement va être remplacé par à plate couture. Quand on bat quelqu'un, on le met à plate couture, c'est-à-dire on l'écrase. Donc, vous voyez, de état de nuire, on va vers écraser. Ça veut dire que ne cherchez pas à faire comme lui,
non seulement vous n'aurez pas de chance de vous relever, mais vous serez écrasé. Alors vous voyez comment et les exemples sont nombreux. Moi j'ai pris cet exemple parce que Godin l'a pris, mais chez Larzul il y en a d'autres. J'ai pris chez Larzul un autre exemple pourvu que je le trouve, parce que là j'ai pas suivi l'ordre du texte. Où est-ce que tu es, exemple? Je ne sais pas. Voilà, ça y est. Non, ça c'est une... Oui, exactement. Voilà. L'arzoul, c'est l'arzoul. J'ai mis l'urzoul. Vous êtes fatigué là? Vous avez besoin d'une récréation? Ça y est, j'ai presque terminé. Je vous ai dit que je vais vous rabattre les oreilles avec cette histoire de dictionnaire. Mais j'ai essayé quand même de donner plusieurs facettes au dictionnaire, parce qu'il faut aimer ce dictionnaire, mais il faudrait que ce soit le nôtre. Voilà, c'est ça la finalité de tout ce discours. Bon, donc pour l'Arzoul, donc je dis dans son article, elle fait remarquer que le contenu de ses ouvrages est en parfaite adéquation avec le contexte colonial, et moi je dis avec la visée coloniale, qui se base en grande partie sur la violence, comme le montre le passage. Alors elle le dit, la violence coloniale se trouve motivée par la trahison des indigènes. Ça veut dire qu'au départ, s'ils sont si violents, ça n'a pas marché. L'indigène n'a pas été soumis. Alors, donc, tous les moyens sont bons pour arriver à cette soumission. Alors, les phrases qui reviennent, et elle les a relevées d'au moins 3 recueils. Regardez. Je vous ferai couper la tête si vous vous conduisez mal, si vous nous trahissez. Quoi? C'est pour moi? 10 minutes. 10 minutes. Ça y est, j'ai terminé. Si vous nous trahissez, si vous cherchez à nous échapper. Alors, en arabe, parce que c'est pas la traduction, mais la translittération, c'est-à-dire écrire en arabe avec l'alphabet latin, c'est matrouch, matrtash, ou l'anqtalak, rask. Voilà, donc c'était cette phrase qu'on retrouvait traduite dans, au moins je vous dis, c'est pas moi qui ai fait la recherche, c'est l'Arzoul. Moi je ne fais que prendre au moins dans 3 recueils de cette époque-là, l'époque dite coloniale qui essayait de faire apprendre le français à des arts. Est-ce qu'on apprend dans des conditions pareilles? Est-ce que ce sont des formes d'apprentissage? Les dictionnaires sont là, mais ils servent à autre chose plutôt qu'à... C'est pourquoi j'ai mis l'intentionnalité. La référence ici, nous avons une référence. C'est l'insurrection de Mokalani, pour le premier exemple, n'est-ce pas? Et la deuxième, c'est l'insoumission de l'indigène. Mais comment elle est travaillée, cette référentialité du texte? Elle est travaillée dans une intentionnalité agressive et violente, vu qu'elle est à visée, ça on fait de l'analyse du discours là, vu qu'elle est à visée coloniale. Alors, dans l'Algérie maintenant, il faut terminer avec l'Algérie actuelle. Ça c'est l'Algérie coloniale. Hein? Alors, le dictionnaire de l'Algérie actuelle ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est que nous avons 2 grandes parties. Là aussi, j'ai essayé donc de... La partie que j'ai appelée le travail des anciens et la partie actuelle, bien sûr, celle qui réunit surtout des universitaires, mais pas de... Alors que lorsque on voit la lexicographie dans le monde entier, les premiers lexicographes en français, même les derniers, ne sont pas spécialement des universitaires. Paul Robert, c'était un avocat et c'était un économiste. Il avait une licence en économie et une licence en droit. Et c'est parce qu'il était le fils d'un riche, ils avaient tous les orangers de Schleff, etc., qu'il a eu l'idée donc de faire quelque chose à lui pour rester immortel, et il a réussi. Donc là, en Algérie, nous avons quelques noms. Je n'ai pas pris tout, ce n'est pas exhaustif, parce que nous n'avons pas, et là,
qu'est-ce qui nous manque de choses? Le pouvoir de faire de la méta-lexicographie. Les noms que j'ai pris, il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris juste comme exemple, c'est pour illustrer. Les anciens, je me suis basée sur Belqasem Bezdera et sur Benchneib. Indépendamment du fait que Bezdera, oui, qui a écrit Mohamed Benchneib, oui, en 1922, c'est le premier docteur algérien. Hein. Donc nous avons le premier lexicographe algérien du 19e siècle et le premier docteur du 20e siècle algérien, c'est Mohamed Benchneib. Il est de Médéa. Il a fait de l'école normale, Versailles, enfin, c'est quelqu'un, il a écrit des choses phénoménales et c'est le seul, enfin, le prof à son époque, hein, le seul qui a eu donc l'intelligence de faire une approche linguistique de la langue algérienne à l'époque. Et c'est là où il a été confronté à cette pluralité, à cette diversité, à cet enrichissement de la langue algérienne, hein, qui fait beaucoup peut-être de jaloux, je ne sais pas. Et vous savez, quand quelque chose est trop critiqué, c'est parce qu'il est... voilà. Bien. Et il a donc confectionné le deuxième tome de sa thèse de doctorat. Le premier tome, il était à visée littéraire, la littérature. Le deuxième tome, il était à visée linguistique. Et il a donc mis le premier, bien avant les Français, la notion d'emprunt. Qu'est-ce qu'un emprunt? Et l'intégration de l'emprunt, actuellement, c'est vraiment la technique, le débat qui est à la mode. L'intégration des emprunts du français, des emprunts au français, des emprunts à langue. Alors lui, il a fait toute une liste. Je ne peux pas vous faire tout parce que là, le temps, il a fait toute une liste. Je vous assure que les emprunts à l'époque, hein, ils dépassaient la dizaine dans notre parler. Donc, vous voyez la richesse. Les lexicographes actuels, malheureusement, ce sont tous, hein, moi y compris, bornés, je dis ça bornés, à ne produire que des biographies. Tous les produits, tous les ouvrages, toutes les collections, et même la dite petite encyclopédie de Cholfé, parce que c'est celui qui a produit le plus, vient après lui à Brousse, hein, même cela, ça a toujours été des biographies, qu'elles soient biographies en arabe, biographies en français, c'est toujours bien. Il y a un qui a fait un dictionnaire linguistique, c'est Haddadou. Il est là, le dictionnaire, je l'ai vu ici, hein, de la bibliothèque du Krask, parce qu'il a travaillé sur le kabyle, sur le tamazirt. Il a fait donc un dictionnaire de langue tamazirt. Mais il n'a pas appelé le dictionnaire algérien, il a appelé ça le dictionnaire amazigh, berbère. Bien, donc il y a toujours cette... bon. Ce que je voudrais dire à partir de cela, c'est des remarques. Première remarque, on ne peut parler d'une traduction lexicographique algérienne du fait qu'excepté Haddadou, il n'y a pas de tradition, hein, pas de traduction, de dictionnaire véritablement algérien en dehors de répertoire biographique. Le problème du dictionnaire doit être résolu pour arriver à construire l'ouvrage de référence algérien, réunissant, via la traduction, les représentations symboliques qui seules peuvent unifier en le constituant un véritable référentiel culturel algérien. Sans ce corpus de références algériens, nous n'existons que par des trucs, des flashs qui renvoient à tel domaine. Il faut réunir tous les domaines et constituer notre référentiel culturel. Conclusion. Alors la conclusion, je vais la dire pour aller vite, parce que là je crois que toute écriture référentielle se fait sous le prisme de représentation qui valorise ou dévalorise le référent. Parfois guidées consciemment, ces représentations déforment et détruisent au moyen soit de la violence, soit de subtilité, intentionnalité, qui travaille à son profit. C'est l'exemple de l'Européen qui ne ment pas. Alors là, j'ai oublié un autre exemple. Ça, on le trouve dans tous les recueils. L'Européen paie. Hein, il paie l'ouvrier au dernier sou. C'est resté jusqu'à présent. Hein. Moi, quand je discutais il n'y a pas longtemps avec mes grands-pères, Romy Meyaklokch. Je l'ai retrouvé dans le dictionnaire. L'Européen paye. L'Européen ne ment pas.
C'est des représentations. Je les ai trouvées dans les recueils, dans les recueils. Et j'ai oublié de vous donner ces passages-là. Ils étaient répétés comme Tal classique. Alors, il y a un côté Tal classique et l'européen, il est honnête, il est correct, il est. Et d'ailleurs, même alors, khadmat arabe, tfkir arabe, et même tariq arabe. Hein? Alors, les représentations détruisent la personnalité. Elles ne laissent aucune confiance en l'être humain, en soi. Donc, c'est pourquoi l'école, je les remercie, c'est de très bons amis, l'école de Reims et le laboratoire de Reims sur la sémantique, je pense qu'ils rendent beaucoup service quand ils font le travail qu'ils sont en train de faire, en parallèle, philosophique et linguistique, sur les représentations, sur la langue, sur le sémantisme du signe, sur tout ça, toutes ces choses-là qui nous entourent, qui nous emmènent là où on n'a pas conscience où elles vont nous emmener et qui parfois nous font beaucoup plus de mal que de bien. Voilà. Donc, voilà. Je termine par une citation de Wolfgang Deber qui précise que l'intentionnalité, j'ai beaucoup parlé de référence, maintenant je parle d'intentionnalité. L'intentionnalité peut être envisagée comme un phénomène social. Non, je me suis trompée. C'est l'autoréférentialité du discours, la possibilité de considérer, d'interpréter ce qui a été dit qui rend compte de l'émergence de l'intentionnalité de la conscience. Notre aptitude à discuter ce qui a été dit, à délibérer, à évaluer, à savoir ce que nous pensons, à réfléchir sur des contenus individuels et collectifs n'est pas quelque chose avec quoi nous sommes nés. C'est une capacité que nous développons seulement en engageant un dialogue avec d'autres membres de notre communauté de discours, c'est-à-dire lorsqu'il y a possibilité de faire du discours. Les Algériens, pendant cette époque, ne faisaient pas de discours. Donc, ils ne réfléchissaient pas, ils ne débattaient pas, ils assimilaient et ils se soumettaient. Voilà, je vous remercie.